Voilà, j'espère que vos ateliers précédents se sont tous bien passés, que vous nous revenez vitalisés et informés. Il est temps maintenant de laisser la place à Madame Balskar-Barbara, qui est kinésithérapeute à Erasme, qui va nous remettre en mouvement, nous réveiller un petit peu de cet après-midi et nous encourager au mouvement de notre vie. Merci beaucoup. Merci Claire de m'avoir invitée. Donc effectivement, moi c'est Barbara Balskar, je travaille en tant que kinésithérapeute à l'hôpital Erasme à Bruxelles. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer en quoi c'est important de remettre du mouvement dans sa vie et essayer de vous donner quelques conseils pour y arriver plus facilement malgré tous les symptômes de la maladie qu'il peut y avoir. Donc quand on pense à remettre du mouvement, on pense à activité physique, ce qui n'est pas égal non plus toujours à sport. On pense toujours à activité physique, sport, ça c'est peut-être pas pour moi. Mais l'activité physique, en fait, ça va être plus large que ça. Ça va être tout mouvement qui va être donc, mis en place par une activation musculaire et qui requiert une dépense d'énergie. Et donc, ces mouvements, ils peuvent être réalisés dans le cadre de loisirs, pour se déplacer. Ils peuvent être de plusieurs intensités, modérées ou plus intensives. Ça peut être de la marche, du vélo ou du sport de manière générale. Ça, c'est la définition de l'Organisation mondiale de la santé, qui nous dit aussi que l'activité physique, déjà dans la population générale, elle a plein de bienfaits. Elle va permettre de diminuer tout ce qui est maladies non transmissibles, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète ou le cancer. Elle permet également de diminuer l'anxiété et la dépression et va permettre d'augmenter le bien-être de manière générale. Chez les adolescents et les enfants, elle a aussi un effet très positif sur la croissance, le développement musculaire et la santé osseuse. Alors les recommandations toujours de l'Organisation mondiale de la santé en termes d'activité physique, ça va être 150 à 300 minutes d'activité modérée par semaine, idéalement séparée sur plusieurs jours, on dit 3 fois par semaine, ça peut être même plus si le cœur vous en dit, c'est toujours bon. Et donc quand on parle d'activité modérée ici, je vous donne des exemples, c'est beaucoup d'autres choses aussi, ça peut être de la marche, du vélo avec assistance ou sur surface plane, du vélo en fait de manière tranquille, ou faire du ménage de nouveau, pas de manière trop intensive non plus, ça c'est plutôt modéré. Ou alors dans les recommandations, ça peut être aussi 75 à 150 minutes d'activité plus intensive. De nouveau, je vous mets des exemples. Mais par activité intensive, on regarde ça au final grâce à la fréquence cardiaque qui augmente au-dessus d'un certain niveau. Mais donc on va retrouver ça plus dans la course à pied, le vélo sur des terrains plus vallonnés, du fitness avec des variations d'intensité, mais de nouveau ça peut être plein d'autres choses. Alors est-ce que ces recommandations, déjà la population générale, quand on ne parle pas de patients ici, est-ce qu'ils arrivent à les suivre? En fait on remarque que 30% déjà, donc une personne sur 3 n'arrive pas à suivre ces recommandations en termes d'activité physique. Et c'est bien pire pour les adolescents parce que 80% des adolescents ne les suivent pas. Si vous avez des jeunes dans votre entourage, n'hésitez pas à les motiver à ça. Et puis on se tourne un peu vers du coup, les maladies rhumatismales, vu que c'est un peu le thème de notre soirée, de notre journée. Est-ce que chez les patients, on arrive mieux à suivre ou pas ces recommandations? Ici sur le graphique, c'est marqué dans le sens inverse, donc c'est le nombre, le pourcentage de population qui arrive à suivre les recommandations en termes d'activité physique. On a sur la première colonne, on a vraiment la polyarthrite rhumatoïde. On voit que 40% de la population arrive à suivre les recommandations. Au milieu, en noir toujours, on a le lupus, là on est même à 30%. Et puis la sclérodermie, c'est la troisième colonne, où on est à 60% de la population qui arrive à suivre ces recommandations. À côté, dans les autres colonnes, on a d'autres atteintes chroniques, comme le diabète ou la fibromyalgie ou l'ostéoarthrite, qui sont des patients qui ont du mal aussi. Moins de la moitié de ces populations arrivent à suivre les recommandations. Qu'on voit que ce n'est pas seulement dans les maladies rhumatismales, et ce, plus que probablement dû aux symptômes qui caractérisent ces maladies, qui sont composées de douleurs, de fatigue et qui rendent encore plus compliqué ces recommandations, enfin, à suivre ces recommandations en termes d'activité physique. Et revenons-en à cette maladie.
La maladie au niveau articulaire, elle va être caractérisée ici par un gonflement. Je ne sais pas pourquoi ça. Voilà, un gonflement de l'articulation avec une accumulation de liquide, une destruction du cartilage et une articulation qui va être un peu pincée, comme on peut dire, et puis une apparition d'érosion osseuse qui va par la suite créer parfois des déformations au niveau articulaire. Et ces symptômes, ainsi que des symptômes plus systémiques également, vont être caractérisés par énormément de douleur et de fatigue. C'est ce que les patients nous ressortent principalement comme première barrière, c'est leur douleur et leur fatigue. Et donc, on va malheureusement parfois rentrer dans ce qu'on appelle le cercle vicieux de la maladie. C'est que ces maladies inflammatoires vont faire qu'on a un taux de cytokines, donc de marqueurs inflammatoires très important, ce qui va mener à des comorbidités pro-inflammatoires comme la sarcopénie, donc la fonte musculaire, des maladies plus métaboliques comme le diabète ou l'athérosclérose, on en a parlé juste avant, où il y a des dépôts de graisse qui vont se mettre dans les artères, progressivement les boucher, donc créer in fine d'autres problèmes de santé. Tout ça va mener à un certain handicap fonctionnel qui va faire qu'on va, si on a du mal à bouger, on va avoir tendance à d'autant moins bouger. Quand on a du mal à faire quelque chose, on a souvent moins tendance à le faire. Ce qui va faire que souvent, quand on ne bouge pas beaucoup, on a de la graisse abdominale qui va s'accumuler. La graisse étant un médiateur inflammatoire important, on va d'autant plus avoir l'apparition de ces comorbidités dont je viens de parler. Et donc là, on rentre dans un cercle vicieux. Moins on bouge, plus en fait on a de l'inflammation, plus on a d'autres problèmes qui apparaissent. Et donc ça nous pousse encore moins à bouger. Alors, vous l'aurez compris, pour contrer ce cercle vicieux, il y a quand même donc il y a tous les traitements effectivement médicamenteux, mais hors traitement médicamenteux, il y a l'activité physique qui va énormément jouer de manière bénéfique là-dedans lorsqu'elle est réalisée de manière régulière. Donc, quand elle est de manière isolée, ce n'est pas tout à fait les mêmes effets, mais quand on arrive à la faire sur la durée de manière continue, on va avoir une diminution de la libération de ces cytokines, donc de ces marqueurs inflammatoires, et une augmentation en fait de facteurs anti-inflammatoires. Donc notre balance va commencer un petit peu à s'inverser avec moins d'inflammation produite dans notre corps et plus d'anti-inflammatoires, si vous voulez, naturels qui vont être produits. Maintenant, donc on sait en quoi l'activité physique va jouer dans la maladie. Maintenant, ça n'empêche qu'il y a toujours ces fameux symptômes qui restent des barrières principales, dont la douleur, qui va sans doute être le symptôme au premier plan, des affections inflammatoires rhumatismales et d'autres pathologies chroniques. C'est la première source d'handicap fonctionnel chez nos patients. Et la douleur, elle va être définie comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite en ces termes par le patient. C'est-à-dire qu'une douleur n'est pas égale à une lésion, ça c'est quelque chose qui est parfois difficile à comprendre, mais personne, même pas n'importe quel très bon médecin, pourra vous dire avec cette radio vous avez telle douleur. Non, la douleur elle est propre à chacun. On sait maintenant que des gens bourrés d'arthrose n'ont pas mal, et des gens qui ont un faible taux finalement d'arthrose ont de fortes douleurs. La douleur est propre à chacun et c'est des mécanismes que je vais essayer de vous expliquer brièvement ici, sans rentrer trop dans les détails, mais c'est des mécanismes qui vont dépendre d'énormément de choses. Donc ici, je vais parler quand même donc un peu de cette physiologie de la douleur parce que c'est important de comprendre comment en fait elle est générée pour savoir comment on peut finalement aider à diminuer cette douleur. La douleur, elle n'est pas là pour rien, elle a quand même un rôle au niveau de notre corps. Elle va servir un peu de signal d'alarme. Lorsque votre corps est en danger, normalement de base c'est fait pour ça, la douleur. C'est-à-dire qu'ici, si on prend l'exemple qu'on a sur notre dia ici, si vous recevez par exemple un coup de poing dans l'épaule, vous allez avoir vous avez des petits récepteurs partout sur votre corps. Ces petits récepteurs, des récepteurs de pression dans ce cas-ci, vont sentir ce message de pression qui va s'appliquer sur votre épaule, vont envoyer le message à travers les nerfs et vont le remonter jusqu'au cerveau. Là, le cerveau va analyser cette information. Se dire, tiens, est-ce que ce coup de poing
représente, si vous voulez, un danger pour l'intégrité de mon corps. Si il juge que, par exemple, c'est votre petit-neveu qui vous a donné un coup de poing, que ce coup de poing est tout à fait inoffensif, qu'il n'y a pas de danger là derrière, il va avoir tendance à diminuer le signal qui lui est envoyé. Donc avec cette voie verte qu'on voit, cette voie descendante, il va avoir tendance à libérer des antidouleurs assez naturelles pour dire non, ce message il n'est pas dangereux. Et là, votre douleur, elle va être comme vous le voyez au niveau du petit curseur, au plus bas. L'alarme n'est pas déclenchée. Par contre, imaginez que ce coup de poing est beaucoup plus important, ou que vous commencez à vous faire rouer de coups. Le cerveau a aussi le pouvoir d'augmenter ce message, de dire attention, ce message devient dangereux, pour pouvoir éviter, donc essayer de se défendre, si vous voulez, fuir, éviter le danger potentiel qui s'applique sur vous. Et à ce moment-là, le cerveau a aussi le pouvoir d'augmenter ce signal et donc de rendre la douleur bien plus importante également pour que vous puissiez réagir. Et ce système, il va être dépendant de la situation dans laquelle vous vous trouvez, mais aussi de facteurs intrinsèques. Donc on n'est pas tous égaux face à la douleur. On va avoir certaines personnes qui vont être beaucoup plus sensibles, avoir ce signal d'alarme beaucoup plus sensible que d'autres. Et puis il y a d'autres facteurs comme l'anxiété, on en avait parlé, comme des facteurs propres, des gens qui vont être plus inquiets de manière générale, qui vont peut-être sensibiliser un petit peu plus leur système également. Et alors ici, on va voir chez deux types de personnes. Une personne saine sur le schéma à votre gauche pour vous, et une personne qui a de la douleur au quotidien. Donc quelqu'un qui ressent de la douleur de manière de manière vraiment très très fréquente, va avoir tendance à avoir une sensibilisation de son système. Alors c'est là que ça devient peut-être un peu aussi difficile à comprendre, mais imaginez que quand vous voulez apprendre le piano, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez développer des petits récepteurs qui vont vous permettre d'avoir de plus en plus facile à jouer. Mais ici, à force de ressentir de la douleur, quelque part votre système se sensibilise aussi. Vous avez des récepteurs qui vont, donc les récepteurs sensitifs, si on reparle de ça, qui vont se développer de plus en plus et qui vont faire que pour un même message, un même stimuli, donc si on reprend ce coup de poing au niveau de l'épaule, vous allez avoir une réponse qui va être beaucoup plus importante vu que ces petits récepteurs sont plus nombreux, le message va être plus important envoyé au cerveau. Et donc pour quelqu'un qui n'a pas de douleur de manière chronique, il va ressentir une douleur à 4 sur 10 ici à gauche, et pour une personne qui a une sensibilisation, parce que force d'avoir eu de la douleur de manière fréquente, il va peut-être ressentir cette douleur à 8 sur 10. Donc on voit que notre voie descendante, qui est censée, on le voyait, diminuer, en fait, dédramatiser le stimuli potentiellement douloureux, ne fonctionne plus aussi bien, et par contre la voie qui augmente un petit peu ce stimuli douloureux, qui va dire attention, on est en face d'un danger, elle fonctionne un peu trop fort. Ça, c'est les deux petits thermomètres que vous voyez sur votre droite. Alors l'activité physique comme antidouleur, donc oui, l'activité physique peut aussi jouer sur la douleur. Ils ont étudié ça dans plusieurs pathologies, ils sont intéressés dans d'autres pathologies chroniques où les gens avaient mal de manière continue. Ils ont regardé l'impact de l'activité physique dans l'arthrose de genou, dans des douleurs de nuque chroniques, dans des lombalgies chroniques et dans bien d'autres en fait, pathologies. Et leur conclusion, elle a même, peu importe l'activité physique, il y a une diminution importante de la douleur et de l'invalidité, donc les gens fonctionnent mieux, malgré que les activités physiques soient très différentes dans chacune de ces études, que ce soit du yoga, des activités d'endurance ou du renforcement musculaire, les gens vont plutôt mieux. Donc ils ont essayé de comprendre finalement qu'est-ce qui fait qu'ils vont mieux. Et ils observaient ça d'abord aussi, j'avais oublié cette étude, dans la marche également, ici une grosse étude qui avait repris 17 études pour des personnes souffrant de maux musculo-squelettiques, dont des patients atteints de pathologie rhumatismale. Donc 2384 personnes, en fonction des études, faisaient de la marche soit en groupe supervisé, soit avec un podomètre ou sur tapis, pendant des périodes courtes de moins de 8 semaines, moyenne de 2 mois à 12 mois, ou à long terme, et on observe aussi une amélioration de la fonction et une diminution de la douleur, en tout cas pour ceux qui faisaient de la marche à court terme et à moyen terme. À long terme, c'était un peu moins montré, sans doute, parce que le corps peut-être s'habitue à ces adaptations aussi. Donc ils se sont demandé comment ça se fait en fait que l'activité physique, finalement, elle a un impact au niveau de la douleur.
ils se sont dit, tiens, est-ce que c'est parce que finalement mon corps change? Est-ce que c'est parce que j'ai plus de muscles, plus de mobilité ou plus d'endurance que finalement j'ai moins mal? Et bien on remarque que non, que les exercices améliorent la douleur, même en l'absence d'amélioration de force, de mobilité ou d'endurance. Ils ont aussi remarqué autre chose d'intéressant, c'est que la réalisation d'exercices sur une zone non douloureuse, donc imaginez vous avez mal au genou et vous faites travailler votre haut du corps, donc votre bras, vos épaules, va avoir un effet quand même analgésique sur votre mal de genou. Ça on peut se dire, mais c'est un peu incompréhensible, comment ça se fait qu'en travaillant mes bras j'ai moins mal au genou? Et bien ça va de nouveau être notre premier schéma qu'on avait vu ici sur le mécanisme en fait finalement de la douleur. Parce que l'activité physique va permettre de libérer la sérotonine et des opioïdes. Les opioïdes, c'est plutôt des endorphines, hein, mais ça fonctionne exactement comme les médicaments morphiniques que vous pourrez prendre, donc des gros antidouleurs qui vont être libérés, qui vont jouer un rôle majeur dans la diminution de douleur. Donc si vous voulez, cette voie descendante qui permettait de diminuer l'importance du stimuli potentiellement douloureux va être plus efficace avec l'activité physique. Et donc, une même stimulation, toujours ce coup de poing par exemple, sera perçu comme moins douloureux, permettre de diminuer un petit peu cette sensation. Alors ici, pour ce qui est de la fatigue, comme c'était quand même la deuxième chose, la deuxième barrière qui était le plus repris chez les patients pour les empêcher de faire de l'activité physique, c'est beaucoup qui ressentaient beaucoup de fatigue. Dans une étude avec 570 patients ici, ils faisaient des exercices plutôt type endurance, soit sur vélo, de nouveau de la marche, parfois du rameur en salle, 2 à 3 fois par semaine pendant 4 à 24 semaines consécutives. Et ici aussi, on observait une diminution de fatigue chez les patients réalisant au moins 4 à 12 semaines d'exercices consécutifs. Et puis une amélioration également avec ça de la qualité du sommeil, mais ça vous en avez sans doute bien parlé déjà ce matin. Donc on voit finalement que l'activité physique chez les personnes atteintes d'affections inflammatoires rhumatismales, elle va avoir les mêmes bénéfices que la population générale, c'est-à-dire diminuer l'apparition de maladies non transmissibles comme les maladies cardiovasculaires, améliorer la qualité de vie, mais elle va aussi en fait jouer sur l'activité de la maladie en tant que telle, vu qu'elle va permettre d'avoir un effet anti-inflammatoire. Elle permet de diminuer la progression de la maladie au niveau articulaire, mais de nouveau sans doute liée à cette diminution inflammatoire. Et elle permet de diminuer, on vient de le voir, la fatigue et la douleur. Elle permet aussi de diminuer la perte osseuse, donc elle a plein de bénéfices. En plus que ce qu'on va avoir dans la population générale, on va aussi avoir des bénéfices au niveau de la progression de la maladie. Alors, tout ça, c'est bien joli. Maintenant, vous savez pourquoi c'est important de bouger, mais comment s'y mettre? C'est pas toujours simple par les facteurs qu'on a évoqués ici. Les principales barrières des personnes atteintes de pathologie rhumatismale, je l'avais déjà un petit peu dit, mais on va retrouver la fatigue. Quand on a interrogé 500 patients ici, on va trouver la fatigue en premier lieu et la douleur en deuxième. J'ai repris aussi le handicap fonctionnel, qui sont les 3 premières limites à se mettre en mouvement, les 3 premières barrières. Mais c'est là qu'on voit que l'activité physique peut aider, on vient de le voir dans ces 3 limitations. Donc en arrivant, ce qui n'est pas simple, ça j'entends bien, à se mettre en mouvement, on peut rentrer cette fois-ci dans un cercle vertueux qui est, plus on arrive à se mettre en mouvement, plus on va diminuer la fatigue, la douleur et le handicap fonctionnel. Donc quelque part, plus on va avoir facile à se mettre en mouvement. Et donc c'est là qu'on rentrerait dans ce cercle un petit peu vertueux de l'activité physique. Et alors les autres barrières qu'on retrouve également dans la population générale sont le manque de temps, le coût et puis la motivation. Donc quelques petits conseils pour pouvoir remédier à ça. Sans doute le premier et le plus important, c'est de trouver quelque chose qui vous plaît. Si vous n'aimez pas l'eau et qu'on vous dit d'aller nager 3 fois par semaine, je pense que personne n'irait. Donc l'idée est de trouver ce qui vous plaît, et c'est pas toujours obligé d'être compliqué. Enfin, ça peut être des choses très très simples. Planifier aussi du temps dans la semaine. Si vous mettez votre activité physique comme un rendez-vous médical ou comme je sais pas, un rendez-vous chez le coiffeur dans votre agenda, ça va être quelque chose auquel vous allez peut-être plus facilement vous y tenir. Favoriser également de la régularité à l'intensité, donc pas vouloir aller trop vite, trop fort, trop longtemps.
fixer des objectifs atteignables dans un premier temps. Donc si, pas auparavant, avant la maladie, vous couriez et que vous vous dites bah, j'aimerais bien refaire un marathon, ben, peut-être que déjà réussir à recourir 3 ou 5 km, ce serait déjà un premier objectif atteignable et ce serait plus motivant parce que vous avez plus de chances d'y arriver également. Favoriser une activité aussi qui pourrait être sociale. Donc si vous retrouvez les copains en faisant votre activité physique, ce sera plus sympa que si vous devez vous forcer un peu tout seul dans votre coin. Le côté social peut vraiment aider au niveau motivationnel. Et alors, pour ceux qui manquent de temps, l'activité, elle peut toujours être aussi utilitaire. Si vous devez aller faire vos courses ou si vous devez aller à la boulangerie, vous pouvez aller à pied, à vélo. Ce sont des choses qui sont faciles à mettre en place et qui vous permettent de gagner ces petites minutes qui sont dans les recommandations d'activité aussi. Et puis de plus en plus, on voit ces activités à domicile qui sont faisables grâce à maintenant un peu la technologie. J'ai pris 2 exemples d'applications sportives. Il y en a plein d'autres, mais c'est 2 que j'utilise, donc c'est plus facile d'en parler comme ceci. La première, c'est le chien bleu que vous voyez là sur la droite, qui propose des cours de yoga, pilates ou de renforcement musculaire, adaptés au niveau que vous voulez, que vous choisissez, qui propose aussi une durée que vous choisissez entre 15 minutes et 1 heure. Donc vous pouvez choisir 15, 20, 25 en fonction du temps que vous avez. Et tout est super bien expliqué dans la vidéo, vous n'avez plus qu'à suivre en fait ce qu'il vous montre. Donc pour ça, je trouve que c'est assez facile et elle est gratuite pour les enseignants et les étudiants, donc c'est aussi bien pour ça. Maintenant, c'est peut-être pas le cas de beaucoup de gens ici, mais ça peut être un petit plus. Et la deuxième application qui peut être une source de motivation, c'est celle en orange ici, Strava, qui permet de enregistrer des activités en extérieur, que ce soit de la marche, du vélo, de la course, même de l'aviron, en fait un peu tout ce que vous pourriez faire en extérieur. Et alors ça vous permet de savoir quelle durée vous avez fait, combien de kilomètres, combien de pas. Ça vous donne tout un tas de données qui vous permettent de vous dire bah, tiens, cette semaine-là, j'ai fait plutôt beaucoup de choses. Bah, la semaine dernière, là, j'avais fait un petit peu moins. Et ça vous permet d'avoir un tracé et de pouvoir suivre un petit peu si vous êtes régulier ou non. Et parfois, ça donne un petit peu de motivation ou des idées aussi de trajet. Tiens, je pourrais faire ça cette fois-ci ou ça. Donc ça, ce sont des petites choses qui peuvent jouer dans la motivation et qui sont pratiques maintenant. Et ça, c'est gratuit. Alors aussi, en plus de ces activités-là, il y a des choses qui sont mises en place dans des hôpitaux. Ici, j'ai pris l'exemple de ce qu'on fait chez nous, parce que je connais moins bien évidemment ce qui est fait ailleurs, donc je parlerai mieux de ce qu'on fait chez nous. On a un groupe rhumatismal où on intègre des patients atteints de maladies rhumatismales, peu importe quelle maladie. Ils sont envoyés chez nous par leur rhumatologue. On leur fait passer un premier test à l'effort avant de commencer, pour être sûr qu'ils n'ont pas de problème cardiovasculaire à l'effort, et aussi connaître un petit peu leur capacité, on va dire, physique avant de commencer, voir si effectivement ils sont très déconditionnés. On va commencer d'autant plus progressivement. Si on voit qu'ils ont en fait réussi à maintenir une certaine forme physique, alors on va pouvoir commencer différemment avec eux aussi. Et alors ces séances de groupe, c'est 2 fois par semaine, où on va faire 3 types d'activités. Une activité plutôt d'endurance, où ils peuvent choisir, il y a des vélos, des rameurs, des elliptiques. On leur demande d'essayer de tirer vers les 30 minutes. Maintenant, au tout début, ils ne commencent pas par 30 minutes, mais on essaye de viser vers les 30 minutes d'endurance. Puis un renforcement global sur des machines de fitness, qu'on voit la salle qui est là. Et enfin, on termine par un cours collectif là, qui varie beaucoup plus et qui a pour but de travailler la mobilité articulaire, d'assouplir, de venir travailler des exercices plutôt de contrôle moteur. Et enfin, pour changer un peu de temps en temps, on fait des sorties de marche nordique. On a la chance d'être juste à côté d'une belle nature, donc on en profite quand il y a des beaux jours, 1 à 2 fois par mois pour sortir, faire de la marche nordique avec ceux qui le souhaitent et profiter du beau temps. Et donc on n'est pas les seuls ici en Belgique à faire des activités de groupe comme ça pour les patients atteints de pathologie rhumatismale. Je vais juste donner 2 autres exemples. Ici aux Pays-Bas, ils ont la Fondation néerlandaise d'arthrite et de rhumatologie avaient pour objectif de refaire courir leurs patients. Ils ont fait un programme là 7 semaines avec comme objectif de courir 20 minutes sans s'arrêter. Il y avait un entraînement supervisé par semaine et 1 à 2 non supervisés. Donc ils avaient un objectif de temps de kilomètres à faire. Ils essayaient de s'y tenir.
Et on augmentait progressivement au fur et à mesure des semaines pour arriver à cet objectif de 20 minutes sans s'arrêter. Tout le monde n'y est pas arrivé, pas toujours dû à des raisons dues à la maladie en tant que telle, parfois c'était des raisons d'agenda ou des pathologies malheureusement propres à la course à pied qui sont apparues, mais plus de la moitié sont parvenus au bout du programme. Et ici, un peu plus loin, la Ligue Chypre contre le rhumatisme a mis en place des séances d'aquagym chez des personnes atteintes d'infections rhumatismales 3 fois par semaine, donc quand même assez régulier. Et on observait, après 4 semaines, déjà une amélioration de mobilité articulaire, de force musculaire et de la gestion de la douleur avec une amélioration de qualité de vie chez ces patients. C'est ce qui ressortait chez eux. Donc en conclusion, l'activité physique est bonne. Faites ce que vous aimez, ça va être le message sans doute le plus important. En bougeant, vous pouvez casser ce cercle vicieux de la maladie, diminuer la douleur, la fatigue et l'inflammation. Et bouger, socialiser, donc ça peut être une des grandes sources de motivation aussi. C'est une bonne manière donc de rester motivé. Et alors j'avais encore le témoignage d'un patient ici qui a accepté de répondre un peu à mes questions, qui parle en fait il est atteint de polyarthrite, mais il a aussi d'autres problèmes de santé. Il parle un petit peu de comment il a commencé finalement la kiné, de manière générale, d'abord juste la kiné, ça il en parle peut-être un peu longuement, j'espère que ce ne sera pas trop long. Et puis après du groupe, je lui pose quelques questions sur ses débuts dans le groupe. Est-ce que ça a été dur en fait de maintenir ou pas cette activité physique? Et donc voilà, je vous présente le témoignage de William. Je m'appelle donc William, j'ai 78 ans et je suis atteint de plusieurs pathologies, dont BPCO emphysème, donc les poumons qui sont pris, une polyarthrite rhumatoïde évolutive qui date déjà de 25 ans. Et je suis cardiaque aussi, j'ai fait un infarctus. Ça va, infarctus de ce côté-là, ça va bien. Et vous avez commencé le groupe du coup il y a combien de temps? Et j'ai commencé le groupe il y a 3 ans, plus ou moins. Il y a 2 ans et demi, 3 3 ans. Je ne connais pas la date exacte. Et avant ça, je me rappelle, vous aviez fait un peu de kiné en individuel. Vous étiez en fait dans quel état au niveau, effectivement. physique avant d'arriver en kiné, ouais. Oui, ça remonte à peu près à il y a 3 ans. Donc je me plaignais chez mon rhumatologue de fortes douleurs dans mes 2 épaules. Je n'arrivais plus à lever les bras. Je ne pouvais même plus me laver et j'avais difficile à m'habiller parce que dès que j'entamais un mouvement des épaules, alors il m'a prescrit donc des séances chez un kiné, chez le kiné ici. Et bon, au départ, je n'y croyais pas d'ailleurs, hein, c'est ce que je lui avais dit au rhumatologue. Je dis écoutez, non, bon, je ne crois pas trop au bazar. Moi, les kinés, j'y croyais pas, quoi. C'était les rebouteux modernes, quoi. Il dit si, monsieur, allez-y, ça ne vous coûte rien, et si ça marche pas, ça marche pas, si ça marche, tant mieux. Donc, je l'ai quand même fait. Et c'est vrai que, oh miracle, d'ailleurs, ouais, je peux bien le montrer, hein, je peux bien me lever les bras, chose que je ne savais absolument pas faire, je ne pouvais plus me laver la figure, même les cheveux, c'était incroyable. Et ça a été assez rapide, il m'avait prescrit, je crois, 16 séances de chaque côté, hein, 16 pour la gauche, la droite, et ça a été très vite. J'ai retrouvé très vite une mobilité. J'étais vraiment étonné. À partir de ce moment-là, j'étais convaincu quoi, du bien que pouvaient faire les kinés. Et puis après, on vous a proposé de participer à ce fameux groupe qui était plutôt un groupe où vous alliez faire de l'activité physique. C'est ça. Oui. Est-ce que vous aviez des a priori aussi sur l'activité physique ou pas spécialement? Non, sur l'activité physique, non. Là, j'étais déjà convaincu, bien sûr, que toute activité physique est toujours bénéfique. Hein, ça. Non, ça j'étais convaincu, j'avais pas d'appréhension là-dessus. Oui. Donc effectivement, après mes séances de kiné pour les épaules, comme ça avait très bien marché, mon rhumatologue m'a donc proposé d'intégrer un groupe de réadaptation en fait. Hein. Oui. Et là aussi, j'ai fait d'énormes progrès. Oui.
Oui. d'énormes progrès. Et les premières séances, ça a été difficile? Vous les avez vécues comment, les premières séances d'exercice? Vous avez eu des contre-coups après? Non, pas du tout, mais non, ça s'est bien passé. Sauf qu'évidemment, j'avais quasi pas de tonus, quasi pas de force, quoi. Hein. Mais sinon, ça se passait bien. Oui, courbaturé, bien sûr. Oui. Et vous arriviez déjà à tenir les 30 minutes de vélo qu'on vous proposait de faire au début ou c'était compliqué? Oui, à cause de mon BPCO et de mon emphysème, effectivement, les 30 minutes, c'était assez difficile au début. Oui. Et alors, je pense que vous disiez, vous avez observé quand même des changements assez vite. Après quelques semaines, qu'est-ce que vous avez déjà observé dans votre quotidien qui avait un peu changé? Oui, effectivement, ça, on s'en aperçoit très vite. Des mouvements de tous les jours. Un bête exemple, vous êtes assis sur une chaise, vous êtes à table ou devant votre bureau, vous avez un objet que vous voulez attraper. Avant, c'était péniblement, je me levais, j'allais chercher l'objet. Et maintenant, je me suis surpris à allonger tout le corps, en m'étendre, prendre l'objet et revenir. Et je dis, tiens, ça, c'est des choses que je ne faisais plus il y a très longtemps. Et là, on s'aperçoit vraiment des bénéfices, surtout comme je vous en ai déjà parlé, hein, les 30 dernières minutes, là, qui sont un peu du pilate, hein, je crois. Ça, c'est vraiment très bénéfique. Hein. Ouais, ça délie tout à fait le corps. Monter sur une chaise, par exemple, je ne pouvais plus le faire. Chez moi, j'ai donc des casiers assez hauts. Et j'étais chaque fois obligé d'aller chercher l'escabelle pour grimper, parce que je n'arrivais plus à monter sur une chaise. Et à lever la jambe, oui, aussi haut. Ouais. Carrément, je me mets sur la chaise, hop, je me propulse et ça va tout seul. Quoi. Puis je pense même pour votre BPCO, au niveau du souffle, ça a été mieux aussi un peu. Hein, et pour les escaliers, souffle, vous m'en parlez. Je ne sais pas, c'est difficile à dire, là, je ne sais pas si c'est... Je pense que vous m'aviez parlé des escaliers peut-être, mais... Oui. C'était peut-être de toute façon, c'est bon, c'est bon. Ouais. Le vélo, et alors je fais aussi l'elliptique là. Hein. Ouais. L'elliptique, quand même, ça force à ouvrir les poumons, parce que comme je souffre d'emphysème, oui, c'est assez important d'avoir une bonne ouverture, une bonne capacité. Hein. C'est certain. Ouais. Maintenant, je ne sais pas, je ne peux pas vraiment quantifier. Oui, c'est moins peut-être marquant. Ouais. C'est moins marquant que la musculature. La capacité fonctionnelle. Et la souplesse aussi. Et la souplesse. Et il y a eu des périodes, depuis que vous avez commencé ce fameux groupe, où vous avez dû arrêter, où vous avez dû faire des pauses. Oui, donc comme j'ai des problèmes aux poumons, là, je fais des bronchites assez souvent. Et alors là, c'est la catastrophe. Hein. Une bronchite, chez moi, je suis parti pour 4 semaines, 5 semaines. Effectivement, quand je reviens, le tonus n'y est plus. Hein. Donc il me faut quand même du temps. Est-ce que c'est difficile de revenir? Non, c'est plus une question de courage moral, quoi. Un peu décourageant, peut-être, oui. Il faut se forcer à venir. Oui. C'est vrai. Et qu'est-ce qui vous motive à reprendre à chaque fois comme ça? Qu'est-ce qui fait que... Parce qu'on voit d'autres personnes qui, quand ils sont pas bien, après ils reviennent plus, parce que c'est difficile de revenir. Et vous, qu'est-ce qui fait que vous arrivez à revenir à chaque fois comme ça? Eh bien, justement, c'est le fait de m'apercevoir que c'est bénéfique. C'est tellement bénéfique que ce serait stupide de s'en passer, quoi. D'ailleurs, à chaque fois que je tombe malade ou que j'ai un problème, j'ai une fois eu une poussée de polyarthrite très forte qui m'a empêché de venir pendant presque 2 mois. Mais je le ressens, hein, je ressens que mon tonus diminue, il baisse. Hein. Oui. Et j'ai chaque fois hâte de revenir. De pouvoir chaque fois, j'ai hâte de revenir. Si je ne me trompe pas, j'ai dû m'arrêter 3 ou 4 fois, 4 fois, je pense. Vous avez peut-être trouvé vos propres motivations aussi à pouvoir à chaque fois revenir, malgré les moments d'absence un peu. Absolument. Je suis tellement convaincu que le bénéfice est très important. Et pour finir ici, est-ce que vous auriez des conseils à donner à une personne atteinte de la même pathologie que vous, qui a du mal à se mettre en mouvement, pour débuter?
Est-ce que vous vous rappelez comment vous étiez, dans quel état vous étiez au début? Qu'est-ce qui vous aurait motivé si vous aviez eu peut-être un conseil ou l'autre? Difficile, le conseil, si les personnes atteintes de la même pathologie que moi devraient voir cette vidéo, ben, ils ont bien compris qu'il y a du bénéfice. Hein. Non. J'encourage toutes les personnes dans le même cas que moi. Même si c'est peut-être difficile au début, oui. D'ailleurs, même sans pathologie, en vieillissant, il y a ce fameux problème de sarcopénie, je crois que c'est ça. Donc c'est la fonte des muscles. Et qui est bien présent dans les pathologies inflammatoires rhumatismales. Absolument. Et alors, même les personnes qui n'ont pas de pathologie, on ne peut que les encourager à faire de l'exercice. C'est vraiment très bénéfique. Très bénéfique. En tout cas, c'est beau de voir comme vous êtes convaincu. Oui. Et voilà, ça fait un beau message. Il faut de la volonté aussi, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on arrête, pour revenir, c'est dur, c'est difficile. Ça, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est pas venir ici, c'est pas être ici qui est dur, c'est venir ici qui est dur. Il faut s'extirper de son fauteuil, préparer son sac, mettre ses chaussures, prendre le bus, enfin... je pense que plusieurs patients partagent le même avec vous à ce niveau-là. Donc sans doute, si quelqu'un veut commencer, ça part sur de la volonté et après, il sera lancé et ça ira plus facilement. Parce qu'une fois qu'on est lancé dans le mouvement et que petit à petit on reprend du tonus, ça devient un plaisir de venir. Un grand merci en tout cas. Voilà, c'était un petit peu long, mais... Est-ce que vous avez des questions? C'est à moi de faire l'activité physique. Comment s'appelle l'app avec le chien bleu? Ça s'appelle Dog Down en anglais, donc le chien en bas. Il y avait plein de questions, tout d'un coup, il n'y a plus personne. C'était tous la même question? Alors, j'ai une petite question. Oui. Est-ce que vous auriez des conseils? Parce que voilà, on sait toutes les vertus, on va dire, de bouger, mais vraiment qu'on a cette douleur, la fatigue, comme vous disiez, est-ce que vous auriez des conseils pour vraiment la première fois se mettre en route et se dire la première fois comment faire? Mais je pense que le patient l'a très bien exprimé. Ce qui est le plus difficile finalement, c'est vraiment le fait d'aller par exemple à l'activité qu'on a choisie, donc le fait de, comme il disait, sortir de son fauteuil. Et ça, je pense malheureusement, comme s'il y a beaucoup de douleur, beaucoup de fatigue, ça doit venir vraiment de cette conviction que ça va être bénéfique. C'est quelque part un petit peu se forcer quand même au début, se dire ouais, j'ai super mal, je suis crevée, mais je vais quand même essayer, même un petit peu. Et c'est ce petit déclic-là qui peut en fait entraîner finalement de se mettre dans une routine. Et là, une fois qu'on est dans la routine, de nouveau, il l'exprimait bien, je crois aussi, une fois qu'on est dans la routine, ça devient beaucoup plus simple. Et le fait de commencer, je pense que ça va être très propre à chacun de trouver en soi ce qui le motive à le faire. Mais j'ai malheureusement pas un petit tips. Faire déjà quelque chose qui vous plaît. Hein. De nouveau, ça c'est quelque chose. Si vous faites quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, ça va pas. Vous n'allez pas être motivé. Ça va peut-être être une des premières motivations, c'est de trouver l'activité qui vous plaît. Je pense. C'était pas vous. J'ai appris il n'y a pas longtemps Oui, il n'est jamais trop tard. Moi, je voulais savoir si vous parliez aussi de l'activité physique à la maison, à domicile. Et personnellement, je suis atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde. J'ai mal, je veux dire que ce soit, ça part des épaules, les pieds, ça va, mais les genoux, jusqu'aux genoux, voilà. Si je devais acheter un appareil pour m'aider dans ce sport, ce serait lequel?
de nouveau, j'espère ne pas vous décevoir, mais ça va être propre à chacun. Si par exemple, il y a des gens, ils trouvent que le vélo d'appartement, c'est très pratique parce qu'ils peuvent faire ça quand ils veulent, tout en lisant, tout en regardant la télé. Et donc, il y a des gens chez qui ça va convenir très bien, par exemple, un vélo d'appartement. Il y en a, ils disent, le vélo, je déteste ça. Ils ont investi, par exemple, dans un tapis, mais un tapis, c'est beaucoup plus volumineux, donc il faut avoir l'espace aussi de mettre ce genre de choses. Et puis après, il y a des choses peut-être toutes simples auxquelles on pense moins, sont des élastiques qui permettent de faire en fait déjà tout un tas d'exercices. Maintenant, on peut trouver des exercices sur Internet assez facilement, des exercices de traction, des exercices avec les jambes où on cale simplement l'élastique, parfois une poignée de porte ou un radiateur, bon, en faisant attention à ne pas casser le radiateur évidemment, mais donc on peut trouver déjà des exercices à faire avec des choses toutes simples comme des élastiques. Et puis après, c'est ce que chacun aime. Si vous aimez le vélo d'appartement, comme je disais, c'est très simple et il y en a des peu coûteux. Donc c'est une chose peut-être qui est accessible. Et puis après, moi j'aime beaucoup ce genre d'application dont j'ai parlé, parce que ça permet d'être très varié, de choisir le laps de temps. Et c'est assez motivant, on ne doit pas réfléchir à l'exercice, on a des exercices proposés devant nous. Okay. D'accord, merci. Que ça répond. Et pour ceux qui souhaitent, il y a des élastiques au stand Claire, voilà, avec des petits exercices proposés. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit. En fait, donc j'ai la polyarthrite aussi, et depuis 30 ans, je suis arbitre de football en salle. Et je continue, c'est 2 fois 25 minutes, ça se passe bien, mais quand je suis rentré à la maison, 2 heures après, je sais plus bouger. Oui, vous êtes KO après votre sport, mais après ces 2 heures-là, tout revient normal de nouveau, ou ça dure encore plus que 2 heures? Non, ça dure... Mais vous trouvez quand même un intérêt à continuer? Peut-être que, voilà, il y a aussi une question parfois de dosage. Dans les sports, plus vraiment sport, il y a tout cet attrait de compétition. Et donc parfois, peut-être qu'on s'écoute un peu moins dans l'intensité dans laquelle on va. Parce que c'est vrai que chez des personnes qui ne sont pas atteintes de pathologie, comme chez des personnes atteintes de maladies, il faut toujours trouver un certain dosage dans l'effort qu'on fait. Sinon, effectivement, il y a des contre-coups. Et d'autant plus, effectivement, quand on a des pathologies rhumatismales. Et donc, même si c'est très chouette parce que vous faites quelque chose qui vous plaît et que vous arrivez à continuer à le faire, effectivement, dans les sports, peut-être plus d'équipes de compétition, on va avoir moins cette limite de dosage, on va plus être entraîné par l'émulsion, de vouloir gagner, de vouloir marquer, et donc peut-être moins s'écouter. Et là, effectivement, il y a plus de contre-coups souvent. Oui. Le contre-coup est présent. Quand on s'y remet, c'est vrai que c'est quelque chose dont j'ai peut-être moins parlé, mais il y a des douleurs. D'abord, il faut le temps que votre corps s'adapte aussi à l'activité que vous proposez, d'où l'importance de la régularité. Et donc au début, c'est ça qui rajoute peut-être aussi une barrière supplémentaire. C'est vraiment pas facile, c'est qu'au début, ça va provoquer plus de douleurs, effectivement, avant d'avoir ces effets bénéfiques qu'on aura avec la régularité. Ouais. Que pensez-vous des appareils? J'ai vu qu'une mutuelle vend ça. Un appareil où ce sont les pieds qui bougent sans rien faire dans le fauteuil. Alors oui, c'est soit des pédaliers, je pense, avec des petits pédaliers, ou alors des steppers, mais là on est debout. Mais je pense que vous parlez plutôt des petits pédaliers. Ça reste une activité qui est facile parce que ça ne prend pas beaucoup de place et qu'on va conseiller. Mais plus quand peut-être on commence une activité, ça va permettre de se remettre en mouvement sans être trop intensif au début, malgré qu'il y a quand même un curseur. Vous pouvez régler aussi l'intensité. Et là, de nouveau, ça vous permet de faire plusieurs choses en même temps. Donc ce qui est sympa, c'est que vous pouvez lire, regarder la télé de nouveau en faisant ça. Ça ne demande pas beaucoup d'attention et ça permet de bouger. Donc ça peut correspondre effectivement à certaines personnes. C'est peut-être moins... c'est peut-être moins... il n'y a pas ce côté social, il n'y a peut-être pas ce côté, mais ça convient effectivement à des gens et ça permet de bouger. Donc je pense que c'est assez accessible en tout cas. Et c'est financièrement pas très coûteux. Parce que vous avez mentionné quelque chose tout à l'heure qui m'a beaucoup interpellée en disant mais on peut bouger le haut quand on a mal en bas. Oui. Je pense que c'est vrai que pour nous, la douleur est un vrai frein au mouvement. Donc il y aurait peut-être justement
utiliser cette possibilité pour passer à côté et justement générer ce que vous avez appelé la spirale positive en commençant par ne pas faire mal à ce qui fait déjà mal. Et d'autre part, vous avez parlé de régularité, mais enfin, dans ma propre pratique, j'ai constaté des différences entre si c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, qu'est-ce qu'on appelle régularité dans des cas comme nous? Oui, alors régularité, ça va être comme les recommandations en fait, finalement, de l'Organisation mondiale de la santé. Donc 150 à 300 minutes d'activité modérée par semaine, si possible étalée sur 3 fois par semaine. Certaines personnes préfèrent faire un petit peu moins de minutes, par exemple plutôt 30 minutes 5 fois par semaine que 3 fois 50 minutes, mais c'est très bien aussi. Donc régularité, ça va être plus vous allez faire souvent une activité, plus votre corps va s'adapter à cette activité. Si vous faites 1 fois 300 minutes, ça va être vu comme quelque chose de très agressif finalement pour votre corps, qui n'a peut-être pas l'habitude d'être confronté à ça. Et donc la régularité, ça va être vraiment d'essayer de diviser au maximum. On parle souvent de minimum 3 fois pour répondre au mieux à cette question. Et effectivement, pour la première partie, comme on sait qu'en fait, ce qui diminue la douleur, finalement, c'est ce que le cerveau va produire suite à l'activité physique. Et donc, effectivement, si vous avez mal au bas du corps, on parlait dans la présentation sur l'arthrite précédemment, des douleurs au niveau vraiment tout ce qui était tendon d'Achille, les antésiopathies et autres, qui pouvaient limiter les activités les plus basiques comme la marche. Effectivement, si vous trouvez une activité comme le rameur qui vous fait pas mal au niveau de l'anthèse, ou si vous allez dans une salle, vous travaillez les bras ou avec des élastiques, ça pourrait quand même être bénéfique pour votre douleur finalement au pied. Oui, tout à fait. D'autres questions? Tout était clair. Je voulais donc vous remercier pour cette belle présentation. Voilà, nous allons conclure cette belle journée sur la vitalité. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu, que vous avez trouvé toute l'information et que vous avez besoin pour avancer et améliorer votre qualité de vie. Et voilà, ce que je vous conseille, c'est de remplir notre petit questionnaire de satisfaction pour nous permettre de nous améliorer, de toujours faire mieux. Et alors, aussi de nous suivre sur les différents réseaux sociaux ou adresse mail par la newsletter. Comme ça, vous pouvez suivre un petit peu ce qu'on fait. Entre autres, voilà, il y a des questionnaires parfois qui sont faits pour faire évoluer aussi la médecine. Et donc, ça permet d'aider aussi, enfin, nous aider par répercussion. Donc, c'est toujours intéressant. Je voulais remercier tous les bénévoles qui étaient là aujourd'hui et qui ont permis vraiment que cette journée existe, et tout particulièrement Alexandre, notre président qui n'est pas là. J'espère qu'il nous entendra. Mais voilà, il fait beaucoup de choses pour nous et voilà. Et alors, une petite pensée aussi à Léon Doppelstein, c'est un de nos membres qui voilà, a eu un accident de vélo, donc, qui s'est retrouvé aux soins intensifs et pourtant qui appelait pour dire ben voilà, vous en faites pas, la journée aura quand même lieu. Et donc une grosse pensée, donc voilà. Et merci à vous d'être venus, de vous être déplacés malgré que ce soit parfois difficile. J'espère que le lieu qui a changé vous aura quand même plu. Et donc voilà, merci à tous.